suis super riche, j'ai 3 yachts, repeindre le van en entier en peinture Raptor, c'est de l'argent de poche. Donc si jamais tu nous aimes pas trop, autant zapper tout de suite car ça va vite te gonfler. On énerve grave et on le sait. Être gentil avec nous, c'est pas simple. Les youtubeurs ont rarement la tête de l'abbé Pierre si vous regardez bien. Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Bonjour à tous, vidéo d'un nouveau format aujourd'hui que nous allons ranger dans une playlist qui s'appellera Blabla. Mais avant tout, quelles sont les nouvelles du van ? Nous retournons chez notre aménageur mercredi, non pas pour les derniers fignolages, mais pour avancer un petit peu. Mais ça nous remplit de joie car on va encore voir notre belle... Oh, j'ai failli dire le nom. Notre beau sprinter. Aussi, j'ai une nouvelle ouverture pour faire venir des États-Unis une galerie sur laquelle je lorgne depuis longtemps. Et c'est quand même fou que l'importateur français ne puisse pas l'avoir, alors qu'en passant directement par les États-Unis, ça semble possible. Donc, c'est une galerie à Lumines, Touring. Donc, c'est une galerie qui descend un peu sur l'avant du toit du sprinter et ça fait super beau. Et puis, on peut installer une barre de light, des spots, etc. Je trouve vraiment ça super. Et là, ça m'amène à vous parler d'un sujet dont nous reparlerons plus tard, et je ferai sûrement un tuto un jour sur comment gagner de l'argent plutôt que d'en perdre, destiné à tous ceux qui cherchent toujours le moins cher, parce qu'ils n'ont soit pas les moyens, soit parce qu'ils sont dans une culture de la négociation et de la radinerie qui, quoi qu'ils en pensent, les appauvrit plutôt que les enrichir. Il faut savoir que cette culture du moins cher et de la médiocrité a tellement contaminé tout le monde, ou presque, que même les vendeurs de plus en plus nivellent vers le bas. Je vous explique. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, on prévoyait de faire un covering ou une peinture sur le van. Donc on s'est renseigné parce qu'on se demandait s'il ne serait pas beau de faire une peinture Raptor sur tout le van. Donc ce truc-là un peu granuleux qui résiste aux rayures, aux chocs, etc. J'ai appelé Raptor France, je tombe sur un gars, machin, je lui explique le projet. Il me dit ouais super, c'est un super projet, bon ça va coûter cher. Il me dit donc le mieux ce serait peut-être... Mais je lui dis comment ça va coûter cher? Ça n'a pas de sens coûter cher. Je lui dis est-ce que vous pouvez me donner un prix? Il dit ah mais le problème c'est que ça va coûter cher. Et donc il me propose de faire un stage pour apprendre à le faire avec lui. Et donc comme ça on le fait tous ensemble et ça coûte moins cher. En quoi c'est son problème de ça coûte moins cher ou ça coûte pas cher? Qu'est-ce qu'il en sait de ce que ça coûte? Peut-être que je suis super riche, que j'ai 3 yachts et que repeindre le van en entier en peinture Raptor, c'est de l'argent de poche, quoi. C'est comme si je peignais une petite voiture majorette quand j'étais petit. Donc total, je me suis dit le mec c'est un blaireau, je le fais pas parce qu'il arrête pas de chercher le moins cher. Moi je veux pas quelqu'un qui cherche le moins cher. J'ai pas acheté un van au moins cher. Moi je veux que ce soit bien fait, nickel. Je veux payer le prix le plus cher parce que ça me paraît souvent le mieux. Et donc voilà, perdu toute confiance dans ce système Raptor. C'est dommage parce que c'est sûrement pas mal. Par ailleurs, pareil pour la galerie. Donc j'ai appelé l'importateur français de la galerie à Lumines, je lui explique, il me dit, oh là là, il me dit, ça va faire super cher de la faire venir des États-Unis. Donc je lui dis, bon, bah ouais, ok. Donc il me propose d'autres modèles européens qui coûtent beaucoup moins cher. Total, le mec, je reparle quand même de la galerie américaine, et en fait, il me dit que ça va tellement coûter cher qu'il est sûr que je vais pas l'acheter parce que il va me présenter un truc trop cher. Donc, comme il est sûr que je vais pas l'acheter, il se renseigne pas trop, il fait pas le boulot. Total, il n'importe pas la galerie. Voilà, non mais c'est à se tirer des balles. On marche sur la tête. Pour le reste, on n'a plus grand chose à faire qu'à attendre et s'ennuyer un peu. Ça nous ressemble pas. Mais une fois de plus, on n'a pas toutes les cartes en main, alors on s'occupe. Bon, suite à la dernière vidéo, vous avez été quelques-uns à me dire que vous préfériez en fait les photos de 2016, celle du milieu où j'avais les cheveux courts. Et je me suis rendu compte que moi aussi c'était ce que je préférais. Alors je suis retournée chez le coiffeur, je me suis coupé les cheveux et on est revenu aujourd'hui au parc pour essayer de refaire exactement les mêmes photos. Alors c'est pas toujours facile en fait de refaire exactement les mêmes photos, d'être naturel, etc. Mais bon, je vais faire de mon mieux. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Et moi aussi. Dans la suite de la vidéo, sous ce format que j'appelle donc Blabla aujourd'hui, je vais vous parler de nous. Donc si jamais tu nous aimes pas trop, autant zapper tout de suite car ça va vite te gonfler. On va parler de nous et encore de nous. Donc, ni d'aménagement, ni de voyage cette fois,
Mais pas d'inquiétude, d'autres sont là pour faire le job. Tu peux par exemple aller sur la chaîne de Greg, Greg Zoé. Nous, on croyait qu'il partait autour du monde avec son van 4x4 Oscar, je crois, qu'il a fait construire pendant toute une année. Là, tu vas me dire, mais Greg, vous étiez pas en Suède avec Oscar pour un tour du monde, je comprends pas, vous changez déjà de véhicule, mais c'est pas possible, vous changez tout le temps d'avis. Bah déjà oui, si on a envie de changer d'avis, on peut. Et il s'impatientait, nous on a regardé la chaîne, on était super contents. Et puis dernièrement, on voit qu'il revient, qu'il retape une voiture pour repartir. Alors pareil, il est bourlingueur forever, je sais plus trop. Vadrouilleur. Alors eux, ils devaient partir en Afrique, on imaginait les enfants tout contents de voir les zèbres, les lions, etc. Voyage. Donc lui, il est jamais parti en voyage, donc c'est tranquille, donc il est jamais revenu non plus, enfin on sait pas ce qu'il fait. Et alors nous, on regarde pour les voyages les Mariole Trotteurs, les artisans de demain, et puis dernièrement, deux gonzesses là, qui sont actuellement Defender au Maroc et qui nous font sacrément envie, parce que on espérait y être aussi à la même époque. Bref, si tu veux de la retape de van ou du voyage, va chez les autres, parce que chez nous, c'est un peu au point mort, tu l'as compris. Normalement, à ce stade, on a déjà perdu la plupart des viewers. On va pouvoir donc rentrer dans le vif du sujet. Je l'ai dit l'autre jour, quand on n'a rien à dire, on ferme sa gueule. Il se trouve que sinon, on peut aussi parler des autres. C'est ce que je viens de faire. Ça, c'est sympa. C'est un peu comme se poser à une terrasse, blablater sur les gens qui passent. Ça défoule, ça passe le temps et ça fait rire. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Il est d'ailleurs aussi prévu qu'on vous fasse un tour d'horizon des chaînes YouTube que nous suivons, avec un petit commentaire sur chacune d'elles. Et comme on commande souvent un petit peu au vitriol, on devrait bien s'amuser. Ça va mettre un peu d'animation dans les commentaires, car la bienveillance à tous les étages, c'est un peu chiant à la longue. Alors je parle pas de vos commentaires sur nos vidéos, parce que nous on est tellement attaquables sur tout, donc le pognon, la nudité, mime, la différence d'âge, pas de toilette dans notre van, ni de panneaux solaires. Donc la bienveillance à notre égard, ça tient plutôt de la prouesse et ça demande une belle ouverture d'esprit, somme toute. Donc être gentil avec nous, c'est pas simple. On énerve grave et on le sait. Alors avec toutes les chaînes YouTube qui sont faites par des gens hyper gentils, tolérants, qui font pas de vagues, qui ont tout pour plaire, j'en ai déjà cité quelques-uns, c'est plutôt sympa d'aller les chatouiller un peu, donc c'est ce qu'on va faire. Mais non, pas de malveillance, ni de méchanceté, c'est juste pour pimenter un peu cette belle communauté, où à la fin d'ailleurs, vous remarquerez qu'on connaît mieux le véhicule que son propriétaire. C'est un peu fort, donc on va aller chatouiller un peu les propriétaires. Bon, on est taquins, mais on les adore tous. Hein. Pour certains, c'est grâce à eux qu'on a monté cette chaîne YouTube et qu'on a eu aussi pas mal d'idées. Les autres, on garde ça pour plus tard. Et puisque vous nous l'avez souvent demandé et qu'on est complètement mégalo comme chacun sait, on va parler de nous et se présenter. On parlera d'ailleurs aussi une fois des youtubeurs de vlogs, de voyages, etc. qui nous font croire, qui vous font croire que leur but c'est de partager. Et vous voyez, ils n'arrêtent pas de dire je te partage, en plus ils tutoient sûrement, je te partage cette vidéo, je vous partage, je voulais te partager. Ça se dit pas en français, je te partage, c'est je partage avec toi. Enfin, moi j'ai appris ça dès que j'étais petit. Donc ça en dit long sur la manière dont on fait les choses. Leur but, faut pas de se cacher, hein, c'est de trouver un public, comme nous. De la même manière, quand vous dites merci à un artiste pour tout ce qu'il donne sur scène, et Dieu sait qu'on m'a souvent remercié pour tant de générosité scénique, il donne tout pour son public, j'en ai entendu, hein, c'est du blablabla. Le public, c'est de la nourriture pour l'artiste, et donc pour le youtubeur. Quand tu manges une pizza, c'est pas la pizza qui te remercie que je sache, c'est bien toi qui bénis le pain quotidien, et non l'inverse. Le pain, il n'a pas prévu de prière pour remercier d'être mangé. Donc, remettons les choses à leur place, les points au milieu du village. C'est jamais à vous de nous remercier, mais c'est à nous de vous remercier de nous regarder. Car le temps qu'on passe à filmer, à monter nos vidéos, c'est de la pure mégalomanie et en aucun cas un don de soi. Ça se saurait. Les youtubeurs ont rarement la tête de l'abbé Pierre si vous regardez bien. On en reparlera. Donc, on s'installe bien car on va partir du début. C'est un peu long, super chiant pour certains, mais je sais que pour d'autres, ça permettra d'aller plus loin. Et petit à petit, d'appréhender de manière plus profonde et de mieux comprendre les valeurs que nous défendons et que nous espérons transmettre sur cette chaîne. On va tous ensemble pouvoir se comprendre. D'ailleurs, je vous encourage à nous parler de vous en commentaire. Ça nous intéresse. Ça nous aiguille sur le pourquoi de telle ou telle réflexion, question ou affirmation. Et comme nous, je vous encourage, si vous avez quelque chose à transmettre, à le faire d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai longtemps fait sur scène, guitare à la main. Et maintenant, c'est notre vie qui parle pour nous. À travers ce récit, nos vidéos, en fin de compte, on parle quoi? Liberté, paix et amour. Je vais vous donner pas mal de détails au fur et à mesure de cette présentation. Autant des lieux, des références qui nous permettent de nous ancrer à une sorte de socle, d'un patrimoine commun qui crée des liens entre vous et nous. Donc voilà, c'est parti.
Allez, je suis né en 1968, scolarité normale avec une incursion dans le privé, chez les curés, en pension on disait à l'époque, dans le nord de la France. Alors, en pension à Saint-Omer, puis à Armentières. École de garçons, internat, dortoir, heure de colle. Élève moyen, mais au dire de mes profs, forte tête, mauvais esprit, sournois et fainéant. C'était mal parti. Bon, premier aparté. Je dois vous dire que même petit, il m'a toujours halluciné de me faire reprendre par les profs, qui t'expliquent qu'il faut bien travailler à l'école pour avoir un beau métier, alors que eux, ils sont profs, ça pique un peu. S'ils avaient bien travaillé, ils auraient fait autre chose, non? Parce que ce sont les mêmes qui t'expliquent que leur métier est un des plus difficiles et que leur salaire n'est pas à la hauteur. Je vous passe toutes les grèves, les manifs des profs durant toutes les années 80-90. Donc, il est un peu risible que ce soit ces gens-là qui te fassent la morale. S'ils avaient bien travaillé, ils auraient eu un beau métier. Donc bon, me faire critiquer par les profs, moi, ça m'a jamais fait ni chaud, ni froid. Un petit peu pareil pour mes parents. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, moi petit, j'attendais qu'une chose, c'est l'âge adulte pour m'exprimer. Je ruais dans les brancards en attendant ma majorité. Viré de la cantine à 6 ans. Puis 2 fois définitivement de 2 collèges différents. Une fois 3 jours du lycée, des centaines d'heures de colle, des avertissements en pagaille, mes parents régulièrement convoqués. Et un refrain qu'on me répétait sans cesse, que de toute manière, la majorité ne changerait rien, car même adulte, on ne fait pas ce qu'on veut. Ah bon? Attendez un peu, vous allez voir. J'ai continué à grandir, puis vers 14 ans, je me suis passionné pour les arts martiaux. Judo, aikido, jujitsu, puis à 16 ans, karaté Shotokan. J'ai eu ma ceinture noire en 2 ans, j'étais complètement barjot. Je pensais qu'à ça, je chopais tout ce qui était possible sur Bruce Lee. Tout ce qui me ramenait à ma passion. Le week-end, je partais en compétition, avec des résultats inégaux, jusqu'à une finale de Coupe de France en kata par équipe. Une sorte d'apothéose, et pour ceux qui savent, c'était la grande époque. Les compètes à Coubertin, Jean-Pierre Fischer, Patrice Ruggiero, Emmanuel Pinda, et j'en passe, ça bastonnait sévère. Voilà mon adolescence. J'habitais Dunkerque à cette époque, extrême nord de la France. Rien de très sexy. Sauf qu'en 86, j'ai rencontré une fille. Bon, en 86, dans les lycées en France, aucune fille de 17 ans n'était sexy. À l'époque, c'était plutôt kickers et col roulé. Mais vu que c'était la plus belle de toutes, on s'est mariés 4 ans plus tard. The most beautiful girl in the world picks my tires out, she eats my candy, she drinks my brandy. Most beautiful girl in the world. The most beautiful star in the world. She isn't Garbo, isn't Dietrich, but a sweet trick who can make me believe it's a beautiful world. Juste avant le bac, j'ai déménagé à Paris. Avec ma sœur et ma mère, on a déménagé à Paris, Place d'Italie, puis Port des Lilas. J'étais en terminale au lycée François Villon, dans le 14e. À l'époque, entre les cours, je bossais chez McDo pour payer mes cours de karaté, chez Pierre Blot à Suresnes. J'ai bossé au McDo Place d'Italie, puis à Strasbourg-Saint-Denis. Et avec certains jours, ce qu'ils appelaient des doubles shifts. Alors là, c'était 10 heures d'affilée, entrecoupées d'une pause de 30 minutes avec double cheese, milkshake banane, petite frite. Donc si tu veux, celui qui vient me la raconter aujourd'hui et dans les commentaires YouTube sur le prix du Sprinter, de nos sœurs, ou du matos ou de n'importe quoi d'autre, mais alors vraiment, pas envie de m'excuser, rien à foutre. Le bac en poche, études supérieures à la fac de Sancier-d'Aubenton, Paris 7, ma future femme est venue me rejoindre et c'est en psychologie clinique que je suis rentré. C'est là, au premier jour de fac, que j'ai rencontré un gars qui venait de s'acheter une guitare, alors je m'en suis acheté une. Et puis petit à petit, du matos pour nous accompagner, nous enregistrer, etc. 1990, obtention de mon diplôme de psycho et première fête de la musique, boulevard Saint-Michel à Paris devant Gilbert Jeune. On avait bossé presque une année entière pour ce bout de concert dans la rue, à moitié sous la pluie. Donc on avait un synthé relié à des sampleurs, donc un DSR 2000, un T3 relié à un Akai S1000 avec plein de matos. Tout ça, ça nous envoyait des espèces de bandes son qu'on avait complètement programmées et sur lesquelles on s'accompagnait guitare et chant. Juste après ça, ça a été l'armée. Les transmissions à Compiègne, 51e régiment d'abrutis dont j'ai réussi à m'extraire 3 mois plus tard. Réformé P4 après avoir mis à profit mes cours de fac et simulé à merveille une psychose maniaco-dépressive, ce qu'on appelle aujourd'hui des troubles bipolaires. Bon, ils m'ont gardé 1 mois à l'hôpital militaire de Lille et puis ils m'ont libéré fin janvier 91. Un ramassis de débiles en uniforme, sous-diplômés qui pensaient qu'à m'emmerder. Donc si j'avais pas été réformé, j'aurais déserté, c'était aussi simple que ça. Et j'avais un sentiment d'injustice énorme de me retrouver là contre mon gré. Mais à part ça, je me trouvais encore tout à fait normal. Je n'avais aucun problème, je pensais en particulier avec l'autorité. C'est juste que je trouvais complètement injuste, quel que soit le cas de figure, que qui que ce soit m'oblige à quoi que ce soit. Bref, je suis rentré en formation à la BNP, Banque Nationale de Paris, du 4 septembre, comme conseiller financier.
Je suis sorti premier. Et en parallèle, j'ai créé une société de vente de terminaux de paiement électronique, des petits machins, vous savez, pour les cartes bleues. À l'époque, c'était la folie. Mais c'était le début de la guerre du Golfe, mauvaise période pour démarrer quoi que ce soit, mais bon, je m'en suis sorti. Puis en 93, j'ai eu un accident de moto, pas cool. Quelques mois sans marcher qui m'ont permis de me calmer un peu, de voir les choses différemment. Tout allait trop vite jusque-là. Alors j'ai pris le temps. J'ai dû bien sûr arrêter le karaté, j'ai revendu ma boîte, j'ai repris mon poste à la BNP, puis j'ai demandé ma mutation en province. On était en 1995, je venais d'avoir une petite fille et la vie parisienne ne convenait pas à mon épouse. Donc on a pris Paris, j'ai tiré 2 traits, un vers Nantes, un Genève, et j'ai dit je prends tout ce qu'il y a en dessous. Et en 2 mois, j'ai eu ma mutation accordée. Et complètement par hasard, je me suis retrouvé à Chambéry. Donc agence de province, structure hiérarchique préhistorique, quelques enfoirés accrochés à leur poste, ça s'est mal passé, et je me suis fait virer juste après, en octobre 96. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de monter un studio d'enregistrement, chez moi, puis de fil en aiguille de monter mon propre groupe de musique. Et en mai 97, premier concert en tant que chanteur avec mon groupe de reprise. On jouait que des morceaux des Rolling Stones. Donc vous avez vu, on vous en a fait quelques vidéos. On a fait 7 concerts, on s'est tous engueulés et on a tous arrêté. Donc j'ai continué à développer mon studio. En 98-99, j'ai monté 2 éditions d'un festival dont j'avais eu l'idée, le festival du premier disque, qui était une fausse bonne idée pour plein de raisons. Donc pareil, ça s'est arrêté. Puis un dimanche d'août 98, j'étais au lac d'Aiguebelette, à côté de Chambéry. J'allais acheter une frite et la vendeuse de la baraque à frites me dit « Mais je te reconnais, t'es le mec qui chante les Stones, non ?» Je suis revenu sur ma serviette, me baigner, je me suis dit « Putain, ce serait peut-être sympa de remonter ça. » Mais cette fois-ci, à ma manière. J'en parlais à des potes qui me disaient « Tu vas pas jouer avec des Stones, ça marchera jamais. » Bon, je vous la fais courte, ça a duré 17 ans, on a donné plus de 2500 concerts partout, tout le temps. 160 concerts par an, on tournait comme des avions. Et c'est là que le pognon a commencé à rentrer. Bon là-dessus, vie de famille exemplaire, mon épouse était institutrice, on a acheté une maison, jardin et tout. Ma fille grandissait, faisait de la danse classique, de l'équitation, de la batterie. J'étais tout le temps avec elle, car 160 concerts par an, ça fait en gros quand même 200 jours à la maison. Et on a commencé à s'embourgeoiser. 11 ans après la première, on a eu une deuxième fille, mais la vie de parents propres sur eux, la maison. On avait comme voisins des pharmaciens, de l'autre côté un juge d'instruction. Et le pire, c'est que moi-même, je m'entendais bien avec tout le monde. Ma femme était aux anges. Aisance financière, belle maison, belle voiture, 2 filles adorables, on avait tout réussi. On a revendu la maison pour quelque chose de plus rock'n'roll. On a tenté l'impossible et puis nos chemins se sont séparés. J'ai oublié de vous dire qu'à cette époque, le groupe continuait à tourner, de dingue. Entre-temps, j'avais monté le Frank Sinatra Show, qui marchait super bien aussi. Un band de 8 musiciens, pupitres de cuivre, accompagnés desquels j'interprétais des standards de jazz vocal. Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole, les Platters, etc. Et le donc très présent Stéphane Lafrance, parce que là c'est une sorte d'après-soirée, on a dégrafé un petit peu le nœud papillon du smoking. Alors cette chanson L.O.V.E, alors elle a été chantée par Sinatra, mais elle a surtout été créée par Nat King Cole, c'est une merveille, écoutez. Regardez cette interprétation. Alors ça c'est une des plus belles chansons de maître Frank Sinatra. Il l'avait interprété avec sa fille Nancy Sinatra. Alors là aujourd'hui ce n'est ni Frank Sinatra bien entendu, ni Nancy Sinatra. Le duo inédit est composé de Nathalie Père, qui chante habituellement dans 1789 Les Amants de la Bastille à Paris, Palais des Sports. Très jolie comédie musicale signée Atia Cohen, que nous saluons. Elle est accompagnée de Stéphane Lafrance. New York, New York, chanson rendue inoubliable par le regretté Frank Sinatra, comme Something Stupid entendu tout à l'heure.
de nouveau interprété par votre ami, Alors le Stéphane Lafrance. Tout ça pour vous dire qu'un soir de juillet 2010, dans le public, il y avait une petite nana de 17 ans qui ressemblait à un petit garçon, qui avait bien aimé le concert et qui avait pris soin de laisser un message sur le livre d'or du site internet de notre groupe. 3 ans plus tard, cette fille est revenue nous voir en concert alors qu'on jouait près de chez elle, c'était en février 2013. Et le petit bonhomme de 17 ans, c'était devenu un petit bonhomme de 20 ans. Mais quelque chose me disait que derrière cette garçonnerie sûrement protectrice de je ne sais quoi, se cachait une fille extra. Bon, je crois qu'elle rêvait d'un autre monde, et en l'occurrence, le mien. Et c'est comme ça qu'après une nuit ensemble, tout est reparti de plus belle. Pendant l'année qui a suivi, on se voyait de temps en temps, elle était en fac de psycho à Strasbourg, les mêmes études, à quelque chose près, que celles que j'avais fait 25 ans auparavant. Mais en ce qui la concerne, scolarité impeccable, on ne peut plus brillante, avec les félicitations du jury, etc. Et puis l'été est arrivé. Elle prévoyait de passer 2 mois avec moi, alors que j'avais 45 concerts prévus. Et là, il y a eu 2 choses. D'abord, je me suis dit qu'il serait sûrement un peu lassant pour elle d'assister 45 fois le même concert. Et par ailleurs, je savais qu'elle avait travaillé l'été d'avant pour gagner un peu d'argent. Je me disais que là, pour être avec moi, elle laissait tomber toute possibilité d'en gagner. Le pognon, c'est le nerf de la guerre. Et en tout. Je lui ai expliqué plusieurs fois qu'il valait mieux être acteur de sa vie que spectateur de celle des autres. Donc je lui ai proposé, sans lui laisser beaucoup le choix d'ailleurs, de monter sur scène avec nous. Tu seras au chœur, au tambourin et à la guitare selon les morceaux. Et pour te faire un peu d'argent, j'ai une idée. Donc à l'époque, à la fin des concerts, je vendais des CD. J'en ai vendu des wagons. Et de plus en plus, alors on avait des superbes grandes affiches, on nous demandait des affiches. Donc je les donnais jusqu'à présent. Je lui ai dit, écoute, les affiches c'est pour toi, donc vends-les. Donc voilà, ça a marché, elle a gagné un peu d'argent, et puis l'été s'est passé. Bon, on a passé un été de dingue. Elle a d'ailleurs tenu un journal cet été-là. Je me demande si on ne devrait pas l'éditer et les vendre. Car ça vaut le détour. Hein. Sexe, drogue and rock'n'roll à son paroxysme. Non, pas drogue. Ça, c'est venu plus tard. Et puis est venu le temps de la féminisation. Pendant l'automne, et première séance photo. La fameuse au parc, celle que vous avez vue sur la vidéo d'avant. Puis ensuite à la maison. Et puis ça s'est enchaîné. Le téléphone sonnait toute la journée, c'était du délire. Les séances se sont multipliées, on les calait sur les week-ends puisque la fac avait repris, qu'elle était encore à Strasbourg et moi à Chambéry. Et avec mon groupe à l'époque, on tournait énormément dans les stations de ski pendant l'hiver. Et entre décembre et avril, on jouait presque tous les jours. Le période creuse, c'était l'automne et le printemps. Pendant les vacances de Noël, Sophie a donc joué avec nous tous les soirs et posait pour des photos dans la journée. C'est sûr que de retourner à la fac début janvier, ça n'enchantait pas vraiment. Elle voulait s'installer ici, mais souhaitait pas lâcher les études, comme ça au milieu de nulle part. Au moins par respect pour les efforts fournis par ses parents. Je lui ai donc proposé de changer de fac en cours d'année, et ce qui semblait impossible, une fois de plus, ça fonctionnait. Et donc le 20 janvier 2014, elle emménageait ici. La journée, elle jonglait entre la fac et les shootings photos, et le soir, on était en concert 6 jours sur 7 dans les grandes stations. C'était du délire. Fin juin, elle a eu sa licence, elle a décidé de ne pas continuer, puis alors ça a été le début de la grande aventure. Musique, mannequinat et tout, et c'est le tout d'ailleurs qui est le plus intéressant, mais il est trop tôt pour en parler, peut-être un jour dans un livre. De mon côté, depuis un petit moment, je pensais qu'avec notre groupe, on avait fait le tour. C'était après tout qu'un groupe de reprises, on ne pouvait pas non plus prétendre à faire une tournée mondiale avec les filles qui nous courent après et tout, et puis je crois que j'avais plus besoin que les filles me courent après. La plus belle, elle marchait avec moi, la main dans la main, et c'est sûrement ce dont j'avais toujours rêvé. Une de nos discussions par Messenger avant même notre vraie rencontre en 2013 avait été celle-ci. Je lui avais dit, tu vois, je pense que gentiment je vais arrêter le groupe, et puis que je vais m'acheter un van aménagé, et que je vais partir chanter. Je pensais à l'époque chanter dans les grands hôtels, un peu partout dans le monde, comme j'avais déjà un peu fait. Elle m'a répondu, tu m'emmènes ? Je lui ai dit, bien sûr que je t'emmène. Et puis sa réponse a été, tu sauras pas quoi faire de moi. Bon, le temps a passé, et j'ai su quoi faire d'elle. On a fait les 400 coups ensemble, au moins 300 concerts. On a pas mal voyagé pour l'aventure, la photo, la musique. Londres, Berlin, Bangkok, New York, Dubaï, Amsterdam, Madrid, Marrakech, Lisbonne, Dublin, Rome, Tokyo. On en a fait quand même. Et petit à petit, un peu par hasard, on s'est mis à mixer, un peu. Bon, c'est en soi une longue histoire, il faudrait une vidéo rien que là-dessus. Et puis un jour de 2016, on était à Ibiza, on tombe par hasard sur une affiche de Carl Cox au Space. On avait entendu parler de ce DJ et de la techno, mais sans y connaître grand-chose. Et là, j'ai pris une claque. Sur scène, j'ai vu AC/DC, les Stones, Kiss, etc. Des trucs de dingue. Mais Carl Cox, j'ai fait 3 mètres en arrière, et là on s'est dit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse.
On a acheté le matos, on a tenté de nouer des contacts, on a organisé des soirées chez nous, on a vachement bossé. On prenait les sets de Carl Cox, on disséquait, regardait à quel moment il rentre, pourquoi, comment il monte ses sets. Donc on a mis un moment. On a fait donc pas mal de choses pour essayer de bouger, quoi, de se faire un petit nom dans ce milieu-là. On a fait des soirées chez nous, un truc de fou. On a fini ici avec 200 personnes, 15 DJ non-stop sur 36 heures pratiquement. Le problème, c'est que l'été, on partait voyager et l'hiver, on tentait de revenir dans le game. Et après 6 mois d'absence, tout était à chaque fois à refaire. On a sorti 3 albums pendant ces années-là, entre 2016 et 2019. Et puis un soir, suite à une soirée qu'on avait organisée chez nous, on reçoit un coup de fil d'une association qui nous demande si on connaissait des DJ pour une diffusion de vidéos d'un DJ set au bord du lac du Bourget, près de chez nous. Donc on leur a dit bah oui, et puis nous, on se connaît nous. Donc, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à mixer sans public devant le lac, donc pour une diffusion live sur internet. Tout s'est super bien passé, on était contents, les organisateurs aussi. Et en rangeant le matos, alors je me rappelle, hein, on passait du bas du lac jusqu'au van où on était garé. Je dis à Sophie, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Encore une fois, c'est reparti. On a acheté du matos, on a essayé toutes les configurations possibles, les batteries, tout ce qu'on vous a expliqué. Et puis nous sommes partis faire nos premiers essais. Donc au printemps 2019, on a juste commencé pas loin de chez nous. Et puis on est parti tourner nos premières vidéos en Espagne, au Portugal et puis à Ibiza. C'est à ce moment-là qu'on a d'ailleurs monté notre concept d'interview des plus grands DJ techno dans notre van. On faisait ça en multicaméra. Nous avons équipé notre van de plusieurs caméras, dont une caméra 360. I'm happy to do the first. It's fun, you know. I'm very good. So it's kind of like giving something back. Have you ever been to Burning Man? No. Timo Maas, the legend. Nice setup. Don't put that on You can take us anywhere, right? I mean, it's a beautiful island. Et sur notre dernière vidéo près du phare d'Ibiza, on a percé le radiateur sur un chemin un peu rocailleux. Donc radiateur du van. On s'est dit, il nous faut un 4x4. La suite, vous la connaissez. C'est Barjo. Il paraît que c'est le nôtre. C'est le nôtre. Mais dingue. On va être clair, oui, on a laissé tout tomber. On a pris le van, on s'est barré. En même temps que tout ça, on a écrit un roman, Sophie a finalisé un essai sur les sentiments, on a eu l'idée de 48 projets qui n'ont pas vu le jour, ou qui ont capoté, puis on en a gardé 2 ou 3, mais qui ont fait bingo. Alors, pourquoi bingo? Bingo, parce qu'ils nous ont rapporté gros. Bingo, parce que ça nous permet de passer notre temps H24 ensemble depuis 8 ans. Bingo, parce qu'à part en ce moment, on ne s'est jamais ennuyé. Et bingo, parce que le mélange de toutes nos passions et notre intérêt l'un pour l'autre nous permet de vivre en paix, en harmonie l'un avec l'autre, et avec les quelques personnes que l'on croise. Donc voilà, pour ceux qui voulaient savoir, vous savez tout. Pour les autres, j'imagine que vous n'êtes pas arrivés jusque-là, donc c'est pas un problème. Suivant l'accueil que vous réserverez à cette vidéo, on en fera d'autres sur différents sujets. Alors la place des autres dans notre relation, dans notre vie, comment on gère les autres, mais aussi l'argent, notre approche, la manière de l'appréhender, d'en gagner, de prévoir l'avenir, d'être sur tous les fronts, et puis bien sûr la liberté. Liberté chérie, combat avec tes défenseurs. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu.